Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cryptologique dans le deuxième épisode de notre guide sur la finance décentralisée. Je suis ravi de vous retrouver pour continuer notre exploration de cet univers fascinant. Dans notre premier épisode, nous avons découvert les bases d'Uniswap V2, le fonctionnement de ce système de market maker automatisé ou AMM et le concept des pertes impermanentes. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde d'Uniswap V3 et on va explorer la puissance de la liquidité concentrée, ce qui est une innovation révolutionnaire dans le domaine de la DeFi. Uniswap V3 n'est pas seulement une mise à jour, c'est une réinvention complète de la façon des pools de liquidité peuvent fonctionner, offrant un grand upgrade sur l'efficacité et le contrôle aux fournisseurs de liquidités. Alors, on verra également comment ces nouvelles fonctionnalités peuvent être utilisées pour élaborer une stratégie simple du DCA, exploitant ces nouveaux pouvoirs pour optimiser vos investissements dans la DeFi. Alors, préparez-vous à découvrir comment Uniswap V3 transforme le paysage de la finance décentralisée et comment vous pouvez utiliser ces outils innovants pour développer vos stratégies d'investissement. Installez-vous confortablement and let's dig in. Alors les gars, regardons DeFi partie 2, la théorie et le mindset pour Uniswap V3. Nous abordons enfin la partie la plus intéressante du guide. Le lancement de Uniswap V3 en mai 2021 a été un véritable tournant pour la finance décentralisée. Il a considérablement amélioré l'efficacité du capital et créé de multiples nouvelles stratégies possibles pour les LP ou fournisseurs de liquidités. Uniswap V3 se concentre sur la maximisation de l'efficacité du capital par rapport à la version V2. Cela permet non seulement aux LP de gagner un retour sur investissement plus élevé sur le capital fourni, mais améliore également de manière spectaculaire l'exécution de transactions qui peuvent désormais être comparées ou même surpasser la qualité des échanges centralisés. La liquidité concentrée est le concept principal derrière la version V3. Dans Uniswap V2, la liquidité était répartie sur l'ensemble de la courbe de prix, de 0 à l'infini, comme vous voyez à gauche. Cela rend le capital assez inefficace, car la plupart des actifs s'échangent dans une certaine fourchette de prix, une fourchette ou un range, comme vous voyez dans le graphe à droite. Lorsque la liquidité est fournie sur un spectre allant de 0 à l'infini, une grande partie de cette liquidité fournie par les LP peut être considéré comme inactif ou sous-utilisé. Ce manque d'efficacité du capital est particulièrement notable dans les paires de stablecoins comme le DAI USDC par exemple, où la fourchette de prix est naturellement très serrée. La majorité du volume d'échange pour de telles paires se produit dans une bande de prix très étroite, par exemple entre 99 centimes et 1 dollar et 1 centime. Cependant, seule une infime fraction de la liquidité totale de la pool est utilisée pour les échanges dans ce range, tandis que la majorité du capital reste donc inactif en attendant des mouvements de prix extrêmes qui surviennent assez rarement. Cela conduit à des rendements plus faibles pour les LP car ils gagnent des frais uniquement sur la portion de leur capital qui est activement utilisée dans les échanges. Seulement donc 0,5% de la liquidité située entre 99 centimes et 1 dollar et 1 cent est réellement actif. La version V3 permet aux LP ou fournisseurs de liquidités de concentrer leur liquidité dans des ranges de prix personnalisés. Ce qui signifie que nous pouvons désormais définir des prix minimum et maximum entre lesquels le capital sera utilisé. Cela rend le capital plusieurs fois plus efficace. Pour y parvenir, la version V3 crée des courbes de prix individualisées pour chacun des fournisseurs de liquidités. Elle permet aux traders d'échanger contre la liquidité combinée disponible à un certain point de prix. Cette liquidité combinée prévoit de toutes les courbes de prix qui se chevauchent à un point de prix spécifique. Les LP ou fournisseurs de liquidités gagnent des frais directement proportionnels à leur contribution en liquidité dans un range donné. Cette nouvelle manière de fournir de la liquidité offre une efficacité du capital bien meilleure que celle du Uniswap V2. Ici, d'abord, vous voyez donc la liquidité en Uniswap V2 qui est de 0 à infini. Ici, vous voyez une position V3 où on choisit prix A, donc la bottom range du prix, et prix B. Donc ici, on voit que c'est la liquidité de ici 0 à infini est plus concentrée juste par deux prix. Et ici, on voit les multiples positions en V3.
Ici, encore une fois, l'exemple de, disons, une position de ZS en mauve et une position de mois en jaune. Le prix actuel, c'est le rouge. Et donc, on voit que la liquidité qui est utilisée pour le prix est la liquidité qui appartient à moi, le jaune, et la liquidité qui appartient à ZS. Maintenant, si le prix sort du range, ma liquidité n'est plus utilisée, mais qu'une petite partie de la liquidité de ZS est bien utilisée. Donc, c'est ZS qui reçoit tous les fees. Regardons ça de plus près dans un exemple. Moi et ZS Trader souhaitent fournir de la liquidité à une pool DAI Ethereum sur Uniswap V3. Chacun de nous, on dispose de 1 million de dollars, on est en boule, et le prix actuel de l'Ethereum est de 1500 DAI par Ethereum. Moi, je déploie mon capital sur l'ensemble du range de prix comme dans les pools de V2 de la dernière vidéo. Ça veut donc dire que si je veux déployer 1 million de dollars sur toute la courbe de 0 à infini, comme on a fait les calculs dans la vidéo précédente, je vais donc devoir mettre 500 000 dollars de DAI, ce qui me donne 500 000 DAI, et 333,33 Ethereum. Puisque le prix d'Ethereum est 1500 DAI, 333,33 fois 1500 nous rend donc 500 000 dollars de valeur, et donc j'ai donné de la liquidité en V2 avec 50-50. J'ai donc partagé ma pool de 1 million en 50% de DAI et 50% d'Ethereum. Le dépôt total est donc de 1 million de dollars. Alors, ZS Trader, lui, il utilise la stratégie V3. Et donc ZS, il crée une position de liquidité concentrée en déposant uniquement dans le range de prix de 1000 à 2500 DAI par Ethereum. ZS Trader doit seulement déposer 91 751 DAI et 61,17 Ethereum pour avoir exactement la même nombre de frais que moi. Donc il a un dépôt total de 183 500 et il garde 816 500 dans son portefeuille. Tandis que moi, j'ai investi 5,44 fois plus de capital que ZS Trader, on gagne tous les deux le même montant de frais tant que le prix d'Ethereum en DAI reste dans la fourchette de 1000 à 2500. Donc, moi j'ai fourni 1 million de liquidité, 1 million de dollars de liquidité sur toute la courbe. ZS a seulement fourni 5,44 fois moins que moi sur la courbe entre 1000 et 2500. Donc, il a concentré la liquidité sur la courbe entre 1000 et 2500. Après un an, si le prix d'Ethereum range et reste entre ce prix de 1000 et 2500 dollars, moi j'aurai un APR de 50%. Ça me donne donc une efficacité du capital de 15,9%. Et ZS Trader, lui, il va avoir avec un capital de 183 500, il va avoir un APR de 314%, donc 5,44 fois plus efficace que le mien. Et donc avec un capital qui est nettement moins que le mien, il va faire exactement le même nombre de frais par an que moi. Si le prix des actifs échangés dans une pool de liquidité spécifique sort de la fourchette de prix du LP, la liquidité du LP est effectivement retirée de la pool et cesse de gagner des frais. Lorsque cela se produit, la liquidité du LP se transforme complètement en l'un des actifs, aboutissant à ne détenir que l'un d'eux. À ce stade, le LP peut soit attendre que le prix du marché revienne dans la fourchette de prix spécifiée, soit décider de mettre à jour la fourchette ou le range pour s'adapter au prix actuel. Je vais vous montrer avec DeFi Lab à côté de nous. Donc, ce qu'on va faire sur DeFi Lab, c'est partir d'un prix qui est plus haut que 2500. On va commencer ici. Puis on va passer sur la courbe. Vous allez voir, on va passer sur la courbe. Puis on va sortir de la courbe. Donc encore une fois, on va rentrer à partir d'un prix qui est nettement plus haut. On va descendre en prix. Là, on va passer dans la liquidité concentrée, dans le range. On va ressortir. Qu'est-ce que ça va nous donner avec DeFi Lab? On commence à 3500 DAI par Ethereum. Vous voyez le prix qui descend, descend. On atterrit dans le range à partir de 2500 DAI. On descend jusqu'à 1000 DAI.
on est à 1000 DAI et là, on est complètement en Ethereum. Maintenant, on refait la même chose, mais du côté bas. À partir de 1000 DAI par Ethereum, on rentre dedans. Le AMM vend notre Ethereum vers du DAI. Jusqu'à ce qu'on soit en 100% DAI au prix de 2500 DAI par Ethereum. La limite inférieure, bottom range, est le prix auquel la totalité du premier actif convertit en second. Voici, au prix de 1000 DAI par Ethereum, notre pool de liquidité a une composition de 100% d'Ethereum qu'on a vu dans l'exemple avec DeFi Lab. La limite supérieure, ou top range, comme moi j'aime bien l'appeler, est le prix auquel la totalité du premier actif est convertie en le premier, donc 100% en DAI. La composition de la pool de liquidité, si le prix d'Ethereum est de 2500 DAI par Ethereum, est donc 100% en DAI. La AMM a vendu toute la liquidité de la pool et l'a mis en 100% DAI. J'aime le voir comme le résultat de l'utilisation d'une loupe sur la courbe V2. Et vous pouvez jouer avec cela, encore une fois, pour les geeks, il y a Desmos qui a un calculateur pour le donner en visuel. On va le faire ensemble. Alors, pour le faire en visuel, j'avais dit que vous savez regarder le site desmos.com pour avoir une meilleure vue. Moi, j'aime bien apprendre en visuel, donc on va le faire ensemble ici. En vert, vous voyez la courbe Uniswap V2. Et Uniswap V2, ça donne donc, comme on avait vu dans la vidéo précédente, de la liquidité jusqu'à infini sur toute la courbe de prix. Sur la courbe le prix de Y et le prix de X. Sur toute la courbe, on donne la liquidité. Donc cette liquidité, on a vu maintenant qu'elle est assez inefficace parce que la plupart du temps, le prix varie entre deux prix. Maintenant, vous voyez qu'on commence sur Uniswap V2 et si on tire la courbe plus près du zéro, on voit que cette liquidité commence à se concentrer. Et on garde la courbe Uniswap V2, vous la voyez, ça reste exactement la même courbe. Mais on commence à concentrer cette courbe et concentrer cette liquidité sur un range de prix. Vous voyez que maintenant, sur Uniswap V2, on ne touchait pas les axes, on passait vers infini. La courbe verte ne va jamais toucher le X-axis et ne va jamais toucher le Y-axis. Mais maintenant qu'on va concentrer cette liquidité, on voit que ça commence bien à toucher. Et ça, c'est le moment où on est 100% en X, et ça, c'est le moment où on est 100% en Y. Et donc, toute cette liquidité, tu la concentres sur un range. Tu vois le range de liquidité ici. Donc, tu commences Uniswap V2, donc une pool de liquidité qui est gigantesque. Tu donnes la liquidité sur tout le range de prix, et une fois que tu commences à concentrer la courbe, tu vois que tout est exagéré. Tout s'exagère. La perte en permanente, là entre, est exagérée parce que toutes tes réserves, la perte en permanente que tu aurais normalement sur toute la courbe, tu l'as maintenant sur la toute petite courbe que tu as. Et plus que tu concentres, plus que c'est un effet de levier. J'espère que vous comprenez ça. Sinon, essayez un peu pour vous-même aussi et regardez sur le site web. Sinon, vous savez naturellement toujours me demander dans le Discord pour plus d'informations. Voici encore une fois un slide avec les deux exemples avec le calculateur de Desmos. Vous pouvez voir toute la courbe Uniswap V2 concentrée sur un très petit range de prix dans l'exemple à droite et une liquidité sur un range plus large dans l'exemple à gauche. Voici, on a donné de la liquidité entre 0.082 et 20.33, ce qui nous donne donc une courbe qui est très près de la courbe du Uniswap V2. On la voit ici. Donc les réserves réelles, ça c'est notre pool de liquidité Uniswap V3 concentré. Ceci c'est la courbe V2 qu'on a regardé dans la vidéo précédente. Donc vous voyez que cette courbe-ci est très près de la courbe V2. Ici, c'est un range qui est nettement plus étroit. Et on voit que la courbe V3, donc la liquidité qu'on fournit ici, est nettement plus proche. Et donc, ça nous donne une liquidité qui est nettement plus étroite dans un range de prix. J'aime donc penser au pool de liquidité concentré comme une forme de levier sur les pools Uniswap V2. Il n'y a aucune chance de liquidation ici, mais tout est amplifié.
Les frais sont plus élevés, donc on gagne plus d'argent avec les frais de trader pour la liquidité qu'on a fournie, mais il en va de même pour la perte en permanente. Plus votre fourchette ou range est étroite, plus rapidement l'algorithme vendra un actif pour un autre, plus vous expérimenteriez de la perte en permanente. Plus vous définirez donc votre fourchette de manière serrée, plus vous générerez de frais, mais plus la perte en permanente sera élevée. Par conséquent, c'est toujours un jeu d'équilibre et de recherche de la plus haute efficacité. Encore une fois, tout comme le trading et l'investissement, il s'agit de rendement ajusté au risque. On le voit ici aussi, ce que je voulais encore partager dans ce slide. Il y a énormément, et vous allez voir dans votre aventure dans la DeFi, il y a beaucoup d'applications et d'échanges décentralisés. Ceci, c'est un exemple de Trader Joe qui affiche des APR, donc des taux d'intérêt par an, que tu reçois sur ces investissements qui sont gigantesques. Ici, il y a Trader Joe qui a affiché un APR de 313,16% par an. Mais ce qui n'affiche naturellement pas, c'est que la perte impermanente est aussi nettement plus haute. Et puisque ceci est pour un range qui est méga étroit pour cette pool de liquidité AVAX USDC, ça veut donc aussi dire que le prix va régulièrement sortir de ce range. Ce qui veut dire que si le prix sort de ton range, tu n'as pas de frais, tu ne reçois pas de frais. Et si tu voudrais fermer la pool et réouvrir une autre pool pour accommoder le nouveau range, ça veut donc dire que tu passes de perte sur papier en perte réelle. Si vous regardez la dernière vidéo que j'ai faite sur la perte impermanente, c'est pour ça qu'on appelle ça la perte impermanente. Elle devient que permanente si tu fermes la pool de liquidité et que tu ouvres une autre. J'espère que ceci, maintenant, ça vous donne un peu plus de connaissances à regarder ce que ça signifie et quels sont les dangers là-dedans. Lorsque vous fournissez de la liquidité, il est important de suivre vos résultats. Mais à qui est-ce qu'on va les comparer? Nous devons savoir quand et comment nous surpassons des formes d'investissement ou des stratégies plus simples pour comprendre nos rendements ajustés au risque. Si nous prenons plus de risques ou plus de temps ou travail, tout en étant surpassés par des stratégies plus faciles ou qui prennent nettement moins de temps, nous devons réajuster ou investir différemment. Concernant cette vidéo, nous nous concentrerons uniquement sur la stratégie d'accumulation d'un actif en utilisant des pools de liquidité. C'est une stratégie de base et naturellement il y a des stratégies nettement plus avancées comparant les LP à d'autres métriques et d'autres participants du marché. Mais pour ça, rejoignez le Discord si vous souhaitez approfondir le sujet, ensemble avec une communauté axée sur la recherche de nouvelles façons d'innover avec cette technologie. Mais pour la plupart des gens, à mon avis, la stratégie DCA ou Dollar Cost Averaging avec des pools de liquidité offre le meilleur retour sur investissement de temps. D'autres stratégies sont également excellentes, je trouve, mais elles demandent plus de théorie et plus de compréhension de la tech et de l'analyse technique. Alors, regardons donc la théorie et le mindset concernant l'accumulation pour finir cette vidéo. Les participants du marché auquel nous, le fournisseur de liquidité, on va se comparer dans la mentalité de l'accumulation de tokens sont 1. Le détenteur d'un poids égal des deux actifs dans la pool, donc il détient 50% de stable et achète 50% du montant en Ethereum ou en Bitcoin, n'importe ce que tu veux accumuler. Numéro 2, c'est l'acheteur sur le marché ou market buyer. Il achète 100% du montant en Ethereum ou en Bitcoin. Et enfin 3, l'ordre à court limite ou limit order en anglais. Ça, c'est le gars qui veut accumuler, mais qui fixe le montant dans un ordre à court limite sur une bourse, attendant que le Bitcoin baisse pour l'acheter. Comme pour chaque stratégie, on doit donc se comparer avec d'autres stratégies plus simples. Si ces stratégies le font mieux que nous, il n'y a pas de raison d'implémenter des pools de liquidité sur le sujet. Maintenant, si on va se comparer contre un holder 50-50, ça c'est l'état d'esprit pour calculer la perte impermanente. Comme nous l'avons analysé plus tôt dans le guide et dans la dernière vidéo, la perte impermanente est calculée en comparant vos pertes et profits par rapport à quelqu'un qui a détenu les actifs mis en commun dans un rapport 50-50. Lorsque les gens parlent de perte impermanente, c'est ça la référence. On se compare contre quelqu'un qui achète 50% d'Ethereum et 50% de stable à prix de l'ouverture de notre pool.
Je vais être honnête, ceci ne m'intéresse pas vraiment de regarder comment je le fais contre ce participant, parce que je ne connais personne qui accumule en achetant que 50% de ce qu'il voudrait alloquer. Une autre façon de comparer votre performance est de regarder quelqu'un qui a acheté la valeur totale en dollars au moment de l'entrée par un achat sur le marché. Par exemple, si vous mettez 1000 $ dans une pool de liquidité Ethereum USDC, comment la performance de votre pool se compare-t-elle à quelqu'un qui a acheté 1000 $ d'Ethereum au prix auquel vous avez ouvert la pool? Ici, nous nous comparons à quelqu'un qui a effectué un DCA ou Dollar Cost Average du montant au moment de l'ouverture de la pool. On va regarder comment on se compare en performance après un mois d'action de prix plus tard dans les slides. La dernière manière de comparer la performance dans le mindset de DCA ou accumulation est de regarder quelqu'un qui a détenu des stablecoins. Dans notre exemple, cela signifierait quelqu'un détenant 100% de USDC dans un ordre en attendant que le prix de l'actif descende vers son ordre limite pour l'acheter. Les lecteurs attentifs auront déjà déduit que lorsque le prix augmente, nous perdons face à l'acheteur sur le marché, et lorsque le prix baisse, nous perdons face à l'ordre limite. Détenir des stablecoins lorsque la valeur d'un actif baisse vous fait gagner, et détenir un actif lorsque le prix de l'actif monte vous fait gagner. Le LP se trouve quelque part entre les deux. Lorsque le prix monte, sa position augmente, mais moins que quelqu'un détenant 100% de l'actif volatile, ou 100% Ethereum dans notre cas, et lorsque le prix baisse, sa position baisse, mais moins que quelqu'un détenant 100% de l'actif volatile. C'est ce que nous appelons, en termes élégants, une position avec un delta réduit. Delta, comme dans la métrique utilisée pour expliquer le mouvement de votre portefeuille, ou dans ce cas, le mouvement de la position LP, par rapport au prix du marché de l'actif. Par conséquent, fournir de la liquidité dans une pool avec un stablecoin et un actif volatile réduira votre delta par rapport à l'actif volatile. Pour chaque dollar que l'Ethereum bouge, votre pool Ethereum USDC bougera de moins d'$1. Ici, je vous le montre dans le slide. Pour le market buyer ou acheteur au marché, si le prix descend dans le scénario-là, lui, il perd. L'ordre limite, si le prix descend vers son ordre limite, c'est lui qui gagne, parce qu'il est complètement en stablecoins. Lui, il est prêt à acheter 100% de ce qu'il veut mettre dedans à un prix plus bas. Et nous, on perd aussi, mais on perd moins en valeur de dollars que le participant du marché qui a acheté de l'Ethereum. Si le prix latéralise ou il reste stable, l'acheteur, le market buyer, lui, il a exactement le même montant d'Ethereum parce que le prix est exactement le même après un mois. L'ordre limite, il n'a jamais déclenché, donc il a toujours son ordre limite dans son échange à 1000 $. Donc le market buyer à 1000 $, l'ordre limite à 1000 $, et nous, on a aussi 1000 $. La pool de liquidité consiste d'exactement le même nombre de tokens, mais nous, on a les frais d'échange. Donc nous, on est gagnant si le prix latéralise. On voit, nous, on est premier, et l'ordre limite et le market buy, ils sont en deuxième place. Alors, si le prix de l'Ethereum monte, ça nous donne donc le market buyer, il est gagnant parce qu'il est complètement dans le marché, il a 100% d'Ethereum, donc si le prix d'Ethereum monte, c'est lui qui gagne le plus. L'ordre limite, il gagne le moins parce qu'il n'est pas dans le marché et le prix de l'actif monte. Son ordre à 1000 $ est encore toujours en attente dans l'échange et donc il n'a pas su acheter de l'Ethereum parce que son ordre limite n'a pas déclenché. Le prix a monté. Et nous, on gagne aussi parce qu'on a de l'Ethereum dans notre pool de liquidité. Pas autant d'Ethereum que la personne qui détient 100%, mais on a de l'Ethereum, ce qui fait que notre valeur de la pool de liquidité va monter, mais donc moins que le market buyer, le détenteur qui détient 100% Ethereum. Voici la preuve et les chiffres. Prenez le temps de pauser la vidéo et regardez si vous le comprenez. La ligne rouge est le top range. La ligne verte est le bottom range de notre pool de liquidité. Et c'est aussi l'ordre limite de notre troisième participant.
Le carré bleu est notre pool de liquidité. On l'a ouvert le 22 novembre 2023 et c'est ici où on commence. Donc participant numéro 1 est l'acheteur qui achète à ce prix-là, à 2000 USDC par Ethereum, il achète 100% d'Ethereum. Nous, on ouvre la pool de liquidité et l'ordre limite, il a ouvert son ordre limite ici, le 22 novembre, quand le prix d'Ethereum était à 2000. Et il a ouvert son ordre limite à donc $1000 pour l'acheter à un prix de 1875. Il espère que le prix va descendre. Alors, la flèche rouge, vert et jaune, ça sont les 3 différents scénarios de prix sur un mois. Ce qu'on voit ici, scénario 1, scénario 2, scénario 3. Scénario 1, c'est la flèche rouge. Scénario 2, c'est la flèche jaune. On est exactement au même prix après un mois. Et scénario 3, c'est la flèche verte. On monte, on a cassé l'orange. Nous allons bien sûr approfondir cela dans la prochaine vidéo où je vous montrerai comment calculer ces éléments et les frais prévus et comment planifier à l'avance et comment mettre en œuvre la stratégie de manière judicieuse, tout en anticipant tous les résultats possibles pour éviter les surprises. Vous allez voir que même si on ne prend pas de risque de direction de prix, parfois on peut même gagner contre le gagnant dans chaque scénario. Un win-win donc. Après cela, ça sera à vous de jouer. Car vous connaîtrez alors toutes les bases pour commencer à explorer différentes stratégies et différentes pools, consistant donc de différents tokens. Si ça vous dit de le faire ensemble, see you in the Discord, et sinon, see you in the next one.